Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans 26 Presse, votre émission qui réunit autour de la table les journalistes pour décrypter l'actualité de l'heure, pour commenter, pour analyser l'actualité de l'heure. Et aujourd'hui, autour de ces tables, des chevronnés, des journalistes, des éditorialistes. Je commence par l'éditorialiste. Il s'agit de John Kabessa, éditorialiste Global News RDC Presse Afrique Libre. John Kabessa, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Trésor, bonjour également à tous les téléspectateurs de Congo 26. Je crois que c'est une première invitation. Et une grosse première. Une grosse première, je crois. Ça va aussi laisser quand même les téléspectateurs dans tout l'air soif d'une manière ou d'une autre. Mais merci d'abord pour l'invitation. Et je pense que nous allons fédérer tous les esprits et toutes les intelligences en rapport avec cette situation qui concerne d'abord les pays. Merci beaucoup John. De l'autre côté, je retrouve Patrick Mputu, ouragan.cd, journaliste à ouragan.cd bien entendu. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère, merci beaucoup. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je salue aussi vos téléspectateurs. J'espère que nous allons réfléchir pour essayer d'éveiller les consciences, parce que la situation est grave, l'heure est grave, et il faut hausser les temps pour le bien-être de notre pays. Et mobiliser également la population parce que nous sommes à l'heure de la mobilisation. Il se pourrait que nous soyons également rejoints tout à l'heure par Ali Malé de Kin 24 Télévision. Entre-temps, on va commencer nos réflexions. Avant de donner la parole les uns aux autres, on va suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui nous fait le compte-rendu du dernier Conseil des ministres qui a tablé justement sur les actions à mener afin de revoir pratiquement le train de vie des institutions et participer à l'effort de guerre. On va suivre le ministre Patrick Mouyaya. On se retrouve tout à l'heure pour des analyses. En apportant notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Ouazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, le couple devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents des trésoreries qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente, responsable et stratégique en ces temps critiques. Il a attiré l'attention des membres du Conseil que sur le fait que l'agression dont notre pays est victime ne laisse aucune place à l'improvisation ou encore à la cacophonie. Face aux campagnes de désinformation orchestrées contre notre nation,
il est impératif d'adopter une communication institutionnelle cohérente, responsable et stratégique, car constate-t-il avec gravité que des voix discordantes, parfois mal informées, affaiblissent notre message et donnent prise à l'ennemi. Cela doit cesser, ce qui permettra à notre peuple d'avoir une information claire, juste et vérifiée, qui renforce sa résilience et sa mobilisation aux côtés de nos forces armées. Nous sommes à un moment décisif qui commande la vérité et la cohésion soient nos armes face à l'intoxication et la manipulation, a-t-il précisé. Pour une communication plus responsable et plus efficace, il a engagé que le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, a créé une cellule immédiate de crise rassemblant les services de communication du gouvernement et de la présidence avec pour mission d'unifier et de coordonner la communication institutionnelle sur la situation sécuritaire, la tenue d'un point régulier sur la situation de terrain validé par cette cellule afin d'informer avec précision l'opinion nationale et internationale et de contrer efficacement la propagande hostile, l'observance d'une discipline communicationnelle stricte où seules les voix habiletées s'exprimeront sur la crise. Les ministres et cadres concernés devront aligner leurs interventions et les orientations stratégiques autour du ministre de la Communication et des Médias. De retour sur ce plateau, il s'agit là des quelques recommandations du président de la République au gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Je commence par John Kabessa. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce Conseil des ministres? Merci beaucoup, cher Trésor. D'abord, on doit retenir, comme on dit au grand mot, les grands remèdes. Au moins, le gouvernement a pris non seulement le taureau par les cornes, a pris la considération, la gravité exactement de la situation. Nous sommes passés presque dans tous les plateaux. On a essayé un peu d'écrire et de faire pression, parce qu'on doit se le dire, nous jouons notre rôle comme étant les quatrièmes pouvoirs. Exactement. Quand la nation ou également le pays est en danger, même si les politiques semblent faire peut-être les jets rigides, comme les recommandent également en sciences politiques, nous sommes là pour essayer de réveiller. Donc pour dire d'abord, retenir d'abord la première des choses, c'est l'effort de la mobilisation générale à tout azimut, à tous les niveaux. Comme on dit, les poissons commencent à pourrir toujours par la tête. Ouais. On a commencé d'abord à donner l'exemple et après l'adresse du chef de l'État qui a fédéré presque tout le monde. Et le point d'abord majeur à retenir, c'est le point lié d'abord à ces coupes budgétaires. La réduction du train de vie des institutions. Ça rejoint un combat, un plaidoyer qui a été mené il y a de cela 4 ou 5 ans. De trouver cela, ça ne pouvait pas être acceptable. De trouver sur les 100% du budget qui est voté, il y a à peu près 70% on parle même de 80%. Bon, ça c'est discutable. Consommé par les institutions. C'est discutable également, qui sont consommés par les institutions. Pas les institutions classiques, des pouvoirs classiques que vous connaissez, la présidence de la République ou le président, le gouvernement, les deux chambres du Parlement, les cours et tribunaux. Il y a des institutions d'appui à la démocratie qui bouffent, excusez-moi également, le budget et carrément de l'État pour rien du tout. Ici, ce qui est important, on a parlé ponctionner ou également réduire les coupes budgétaires. Mais la nuance à faire ici, je pense très bien que le ministre Mouya devait aussi bien réexpliquer parce que ça crée déjà la confusion. Oui. On a dit ceci, réduire ce qui concerne le frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement. De certains cabinets et même des institutions. À côté, on a parlé des voyages et aussi on a parlé des frais de rémunération. Parce qu'avec les voyages, il y a justement les frais d'émission, il y a justement... Voilà. Maintenant, ici, si on essaie un peu de considérer, à mon humble avis, on peut une fois de plus parler frais de fonctionnement, réduction, ça va. Mais ça peut aussi handicaper certaines choses. Mais on doit réduire ou supprimer les frais liés au voyage parce que le pays est en crise. On ne peut pas accepter quand la maison brûle, vous prenez les champs également peut-être pour aller faire 6 mois à l'extérieur. On peut accepter un voyage de 2-3 jours pour une cause bien déterminée. Mais ce qui posera un problème ici, c'est au niveau des frais également des rémunérations. Beaucoup d'économistes, et je suivi même Godin Pouy, qui l'a dit, qui l'a démontré, spécialiste même en finances publiques, Boabo Akaimbe l'a dit. Donc, on doit garder les frais de fonctionnement pour essayer un peu de réduire en faisant l'équilibre avec les frais de rémunération. Parce que dans certains frais de fonctionnement, il y a certaines rémunérations. On suspend ce qui est également des voyages et d'autres avantages. Sinon, il y aura un déséquilibre total. Un autre point à retenir ici, moi, ça m'a plu, de parler également suspension de tout ce qui est comme étant des missions d'évacuation à l'étranger. On a toujours vécu ce genre d'histoire. Quand tel est malade, on préfère mieux se faire soigner à l'extérieur du pays
Même d'autres qui sont arrêtés pour des faits X, Y. Vous connaissez les politiciens congolais. Quand il est là à l'extérieur, il est en bonne santé. Dès qu'il commet des faits, on l'arrête et il doit laisser faire à l'étranger. Un autre point important à retenir ici, c'est on a parlé également pendant 12 mois, on doit suspendre tout ce qui est comme étant élévation, également nomination de gauche à droite et tout. Mais que ces processus ne puissent pas, j'ai dit que ces processus ne puissent pas une fois de plus bloquer les mécanismes qui ont été déjà lancés par le VPM et également Jean-Pierre Liaou, parce qu'il y a des fonctionnaires qui, jusqu'aujourd'hui, peut-être ça fait 12 mois, 14, 15 ou 5 ans, qui n'attendaient que les exécutions du budget 2025. Donc, on doit bien gérer cette question parce qu'on risquera de créer d'autres tensions sociales. J'ai dit très bien, on doit être avant-gardiste pour essayer de prévenir bien avant. Au moment où on gère réduction des salaires, on doit faire l'équilibre dans la société. Ceux qui touchent plus doivent réduire également leurs avantages, mais ceux qui ne touchaient pas, devaient être restaurés ou qui touchent paix doivent au moins rester, et ceux qui ne touchaient pas doivent commencer à toucher. En somme, c'est-à-dire que non, ces conseils des ministres méritaient. Moi, je disais, si ça n'était pas assorti des vraies recommandations, ça n'allait pas avoir cet impact. Pour peut-être finir, les derniers points, c'est la mobilisation générale. Oui. On a parlé également que tout azimut, on devait faire un rapport régulier. Et je reviendrai sur l'aspect... On va y revenir de toutes les façons, oui, parce qu'on restera encore sur le sujet durant quelques minutes. Je te retrouve, Patrick. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce Conseil des ministres? On a senti des actions, on a senti, comme l'a dit tout à l'heure John Kabesa, le gouvernement prendre quand même le taureau par les cornes. On attend alors justement la matérialisation de toutes ces recommandations. Effectivement. Parce que les 72 heures, on a suivi le ministre Patrick Mouya dire que le chef de l'État avait demandé que des mesures de réduction du train de vie des institutions lui soient proposées dans les 72 heures. C'est aujourd'hui, parce que le Conseil des ministres s'est tenu vendredi, on est lundi. C'est pratiquement aujourd'hui que le gouvernement doit déposer sur la table du chef de l'État ces mesures de réduction du train de vie des institutions. Ouais, en principe, c'est ce qui devait être fait. Mais moi, je m'aimerais un peu revenir en arrière. Allez-y. Non, oui, ce sont de grandes mesures prises, mais un peu... causés, c'est-à-dire causés, ils s'y sont inspirés de la situation actuelle, de la forte présence de l'ennemi au niveau de Goma pour venir agir, alors qu'ils sont des mesures qui devaient être prises dès le départ, dès le début. Ça, c'est une chose. Deuxièmement... Dès le début, c'est-à-dire à quel moment? Quand je dis à quel moment, c'est-à-dire il y a des territoires qui ont été occupés. Depuis déjà la prise de Bunagana. Ils ont pris ça, ce sont des mesures qui devaient être prises dès le début. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, oui... Je n'aimerais pas revenir sur ce que mon très cher distingué confrère vient de dire ici. Mais je prends un angle bien précis. Lorsqu'on parle de la mobilisation des fonds, mais aussi par des privés. On demande aux privés aussi de mobiliser. C'est l'effort de guerre. Non, c'est l'effort de guerre. Ne peut pas. Excusez-moi, très cher Trésor. On ne peut pas. J'ai envie de dire on ne peut pas aider l'État. Pourquoi? L'État est un bien privé pour la population. Et la population a donné ces biens privés-là à un groupe, ces biens privés à un groupe de gens pour le diriger. Mais non, c'est à ces peuples-là, c'est-à-dire aux propriétaires de biens, de venir demander des comptes. Parce qu'ils ont tout. Ceux qui gèrent l'État ont tout. Pourquoi alors venir encore demander alors que non, mais nous sommes mais il s'agit d'un moment particulier, Patrick. Il s'agit d'un moment particulier. On appelle à la mobilisation et à l'effort de guerre. Ça n'empêche pas que quelques entreprises privées mettent également la main à la pâte. Oui, les moments particuliers. Mais ceux qui gèrent l'État ont tout le moyen pour mettre nos forces de sécurité à l'abri de beaucoup de choses, surtout leur famille. Quelle est la solde de ceux qui sont francs? Quelle est la solde de ceux qui sont francs? Justement, le chef de l'État parlait d'une prime exceptionnelle pour les militaires, pour les Wazalendo. Donc oui, j'encourage, mais seulement que je regrette que c'est venu un peu en retard. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'aimerais vite aller... Mais en parlant d'augmenter la rémunération de militaires, moi je crois qu'en cette période ici, on pouvait aussi convoquer une session extraordinaire au niveau du Parlement. Pourquoi? Pour permettre, c'est-à-dire pour que le parlementaire puisse autoriser à l'État au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda? Non seulement de déclarer la guerre au Rwanda, mais aussi de commencer à affecter des crédits spéciaux, des crédits conséquents à l'armée directement. Vous voyez? Parce que nous sommes en pleine période des vacances parlementaires. Vacances parlementaires. Je ne vois pas comment est-ce que ces mesures, dire ici, les mesures devaient être proposées, oui, mais la matérialisation, comment cela va se faire?
Moi, je trouve que de ce côté-là, on encourage, mais on estime que je reste un peu prudent pour commencer à applaudir les mesures qui ont été prises. Il faudrait les voir, on va dire, il faudrait que ces mesures deviennent concrètes, il faudrait... Effectivement, les mesures doivent devenir concrètes. Mais je rejoins aussi mon confrère quand il dit qu'on ne doit pas toucher même à ces fonctionnaires-là qui touchent déjà peu. On ne peut pas venir ponctionner même jusqu'à leur salaire. C'est pas l'intention du gouvernement. On a parlé des salaires des mandataires. Mais les mandataires, oui, mais tous les mandataires ne bénéficient pas de la même façon, ne touchent pas de la même manière. De la même manière, et tous. C'est un peu ça, mon cher. John Kabessa, on va parler justement de cette cellule de communication qui doit être mise en place. On a senti à un moment donné que chacun, en termes de communication, est allé de son côté. Tout le monde a pratiquement communiqué au niveau du gouvernement. Chacun est allé pratiquement de son côté. Raison pour laquelle le chef d'État a tapé du poing sur la table pour que cette fois-là, la communication soit cohérente, responsable et surtout stratégique. Merci beaucoup, cher Trésor. Mais une précision détail. D'abord, mon confrère, c'est Patrick, hein, exactement. Oui. Pendant cette période des vacances parlementaires, au moment où les deux chambres sont exactement en vacances, il y a eu ce qu'on appelle la loi d'habilitation. La loi d'habilitation, c'est également un mécanisme assez juridique pour permettre au gouvernement de prendre l'action au gouvernement de prendre des décisions en matière de crédit et tout ce qui est action publique pour essayer d'agir, parce qu'on doit se le dire également, la nature à l'horaire du vide. Donc, c'est-à-dire, si vous attendez exactement la rentrée, plutôt la session extraordinaire, la convocation extraordinaire, ça peut venir ou ça ne peut pas venir parce qu'on avait déjà pris les dispositions. Et c'est là, du côté également de la Chambre basse et aussi du côté du Sénat. Donc, voilà un peu la précision. Un autre fait important, je l'ai dit, l'État reste carrément, on doit se le dire, c'est un patrimoine, c'est-à-dire bien public, mais confié à quelques personnes qui agissent au nom exactement de la population, au nom carrément de ce qu'on appelle les contrats sociaux. Mais la précision par rapport à votre point ici, je rappelle par rapport à cette décision, lors de la législature 2018-2023, je risquerais de rappeler ici, au Sénat, avec l'honorable Bahati Lukwebo, et même à l'Assemblée nationale avec l'honorable Mbosso, il y avait déjà une incise par rapport à l'effort de guerre. C'est-à-dire, on avait suggéré $500 pour chaque élu au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse au moins ajouter l'enveloppe qui pouvait aller dans l'effort de guerre. C'est-à-dire, c'est dans la continuité. Les gens qui suivent de près également les activités au Parlement savent ce qu'a fait Bahati et aussi Mbosso par rapport à ça. Mais il y avait une nuance à faire. Cette fois-ci, on a dit mobilisation générale, peut-être ça va aller pour 12 mois. On doit démontrer aussi à la population, surtout le FRDC, qu'on veut carrément avancer. Il y a un principe, on dit tous pour un pour tous pour l'instant. Pour répondre à votre question, cellule de crise, oui, c'est important. Mais pourquoi on doit réagir au lieu d'agir d'abord? Parce qu'il y a une nuance. Il y a de ceux qui anticipent, il y a de ceux qui agissent par rapport au temps et de ceux qui réagissent par rapport à l'événement. À mon humble avis, on n'est pas ici pour démobiliser ou quoi que ce soit. Nous devons aussi aider notre ministre de la Communication et des Médias, qui reste jusqu'aujourd'hui journaliste, parce qu'on reste journaliste à vie, comme des médecins. Il doit aussi nous aider d'une manière ou d'une autre à bien nous écouter. J'ai aimé parce que Congo 26 a organisé cette émission. Je pense que ça sera une émission de plus dans le groupe de monitoring du ministre des Médias. J'espère pour noter et également prendre des propositions. La réalité, c'est quoi? Pendant une période de crise, nous sommes dans une situation de grave, comme on dit, d'extrême urgence. La cellule de crise ici de communication ne devait pas être mise en place pour l'instant. On commence à discuter sur les orientations, les objectifs, ainsi de suite. Non. Les actions, depuis très longtemps, j'ai aimé ce qu'a dit Mouyaya, mais depuis très longtemps, on devait avoir une communication coordonnée, cohérente, contrôlée même. Et stratégique. Et stratégique, et il y a aussi un plan, on appelle ça dans le plan de communication, il y a une incise, on dit carrément, faire les suivis et l'évaluation des actions déjà menées. Oui. Mais malheureusement, je me rends compte, on a dit ici, au nom du gouvernement, on va mettre encore qui? Les mêmes têtes viendront, où on va puiser dans les intelligences pour voir contextualiser la situation actuelle. Non, mais déjà, on parle de la communication institutionnelle, c'est-à-dire quand le gouvernement doit s'exprimer, il ne faut pas qu'on ait à gauche un ministre de la Défense qui s'exprime à sa manière, à droite un ministre des Affaires étrangères qui s'exprime, un ministre de la Communication qui s'exprime.
il faut que ça soit une communication institutionnelle coordonnée. Vous connaissez autour très du ministre bien, de la vous connaissez Communication. très bien, ça fait au moins plus de 10 ans que nous fonctionnons, nous évoluons dans ces secteurs. Quand on dit exactement une communication institutionnelle, ce n'est pas pour l'instant, on doit se rendre compte qu'on devait faire cette communication bien avant. Donc, c'est-à-dire, il devait y avoir un plan bien avant. Quand on dit communication institutionnelle, à la fois pour défendre, vendre d'abord l'image, coordonner et puis communiquer sur les grands axes, les grandes idées d'action du gouvernement et marteler. Je l'ai dit, la force également d'une nation, c'est aussi dans sa manière de communiquer. Nous avons des très bons communicateurs, des communicants et des communicologues, mais on ne peut pas accepter, en ces temps de crise, qu'on puisse trouver ce qu'on peut trouver. Mais pour l'instant, je pense au moins que cette communication ne va pas s'arrêter avec les médias traditionnels ou classiques. On trouve la télévision, la radio. Ça doit être général, ratissé large, surtout dans le domaine des réseaux sociaux ou des NT. On va d'ailleurs parler des réseaux sociaux tout à l'heure. C'est de là au moins, je dois le dire, le ministre, pas simplement des médias. Je cherche un autre ministre et je crois il va nous suivre. Je ne sais pas s'il est toujours là. On les salue là où il est. Ministre Kibasa, on a besoin de lui. On doit sentir vraiment non seulement son implication. Pour tout, pour dire félicitations au gouvernement, mais au nom également de cette presse patriotique, ces fronts patriotiques, nous avons l'obligation au nom de ce qu'on appelle la redevabilité de suivre. Qu'a fait exactement le gouvernement? Qu'est-ce que le ministre de la Communication a fait? Parce que nous faisons le suivi avec la ministre des Affaires étrangères. Ensuite, dans le détail, ce qu'également Thérèse Kaikomba est en train de faire, nous pensons très bien que nous allons courir avec ces fronts médiatiques, nous tous ensemble, malgré les avis sont divergents, mais nous voulons concourir, comme on dit, chaque des idées doivent quand même jaillir la lumière. Il faut barrer la route à l'ennemi avec des bonnes stratégies. Surtout dans le domaine de la communication. Je vous informe, et je crois Congo 26 est sur Canal, on est en train de nous répondre à chaque émission, les camps de l'ennemi nous répondent indirectement. Donc, c'est-à-dire nous devons communiquer intelligemment. Et puis de manière dissuasive. Et de manière stratégique, bien entendu. Patrick, je te retrouve. Communication institutionnelle, est-ce qu'on réagit? Est-ce que c'est parce que nous avons senti quelques faiblesses dans cette communication institutionnelle que finalement on se dit, bon, il ne faut pas que chaque ministre communique à sa manière, il faut que toute communication institutionnelle se déroule autour du ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Non, oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a des actions, il y a des choses qui ont été faites, déjà jusque-là. Et surtout, sur ce front ici, le front médiatique, je pense que le ministre Muyaya, depuis la résurgence des M23, il est vraiment au front et il est dans tous les coups, je dois le dire comme ça. Parce qu'on sent quand même des soirées de débriefing, etc. avec d'autres ministres également. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, oui, mais il n'y a pas, très cher Kabessa, il n'y a pas de mal lorsqu'on constate qu'on a à faucher quelque part, des revenus, rectifier les tirs pour rebondir encore davantage, pour mieux faire. Je crois que ce n'est pas un péché. Mais gouverner, c'est prévoir, Patrick. Gouverner, c'est prévoir. Oui, gouverner, c'est prévoir. Et surtout en cette situation plus particulière, plus spéciale. Je ne prends pas fait aux causes pour le gouvernement, encore particulièrement pour le ministre Muyaya. Mais c'est moi, je suis en train de dire, ce n'est pas un péché de reconnaître qu'on a mal fait et qu'on peut s'asseoir pour essayer de serrer l'ensemble. De corriger. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, mais quand on parle de cellules de crise, vous savez, on devait aller au-delà, non seulement au-delà de médias traditionnels, voir aujourd'hui le NEMI, particulièrement le Rwanda, nous a presque infiltrés partout. Ils sont dans nos groupes WhatsApp. Ils nous des fois on ne sait pas qui est qui. Des fois on ne sait même pas qui est qui. Près de 1000 tweets le jour. Ils répètent des trolls. Vous voyez. Mais il faut voir. Face à un ennemi, je dirais, entre guillemets, fort, il faut être sage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit utiliser le même arme, ça c'est un que l'on soit encore un peu plus prolifique dans les réseaux sociaux, ou encore on amène une communication dissuasive. Mais beaucoup de gens parlent aujourd'hui de cette guerre ici, l'agression rwandaise M23 et consorts, mais peu connaissent les débuts de l'histoire. Comment où est-ce que tout a commencé? Pourquoi aujourd'hui les M23? Mais est-ce qu'on en est à où est-ce que tout a commencé, ou on en est à la mobilisation générale justement pour permettre à tous les Congolais de s'embarquer? Il faut recruter des gens
pas seulement se limiter à son groupe de collaborateurs, il faut aller au-delà. Il faut prendre d'autres journalistes spécialistes. Il faut prendre d'autres journalistes spécialistes des questions stratégiques. Ça, c'est une chose. Mais aussi, recruter des vrais influenceurs. Donc le ministre Patrick Mouya doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir. Recruter aussi des vrais influenceurs sur les réseaux sociaux. Des créateurs de contenu. Oui. Des créateurs de contenu. Maintenant, il y a peu... Depuis, de contenu dissuasif, de contenu... Effectivement. De contenu percutant. De contenu percutant pour montrer que cette guerre ici, effectivement, nous sommes agressés. Cette guerre ici nous est imposée par le Rwanda. Par le Rwanda. Ça, c'est une chose. Mais aussi, j'aimerais revenir. Vous savez, mon cher, quand dans l'accord cadre d'Addis Abeba, lorsque vous regardez, dès les débuts, après poser des motifs et consulter les débuts, on a eu à donner 6 engagements, 6 recommandations seulement pour le gouvernement congolais. Et parmi les recommandations, on reconnaît là que la RDC doit fournir beaucoup d'efforts pour déstabiliser, pour neutraliser les groupes armés qui sont là. Pourquoi? Pour déranger la quiétude des pays voisins. En réalité, on a reconnu, parce que ça a été signé par l'ancien président de la République, en réalité, on a reconnu que nous avons des groupes armés. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on en est encore là? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces fronts médiatiques? Il faut venir détruire tout cela. Demander, dans le contenu, quand je suis en train de le dire ici, demander notamment qu'on puisse montrer à la population cela, qu'on puisse monter au créneau, hausser les temps pour justement revoir ces genres d'accords. Il y a eu quelques erreurs. Il y a eu quelques erreurs, oui. Accords et qu'il faut les revoir absolument. Mais au-delà, pour réaliser cela, il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est bien de demander au ministre de s'ouvrir, mais il faut des moyens. Je crois que l'État, à travers l'Argentine nationale, c'est-à-dire pour parler, le prendre comme un corps, ils doivent mettre des moyens à la disposition de Mouyaya. Autant on met beaucoup de moyens, on prend des mesures draconiennes sur le pour renforcer les FARDC, autant il faut aussi le faire pour l'armée numérique. On doit avoir une armée numérique très forte pour que nous puissions, parce que bon, certainement nous allons revenir sur les 2 réseaux sociaux. On va revenir sur les 2 réseaux sociaux qui ont été coupés. Je vais poser une dernière question. Permettez-moi de rebondir. On parlait ici d'une communication concertée, stratégique, oui, concertée, cohérente, responsable. Mais comment expliquer? C'était, je dirais, c'est désolant. Comment expliquer? Il y a le président de la République, les gens qui a parlé, la population n'a même pas fini de digérer, de consommer la convention du président de la République. Il y a le VPM de la Défense qui vient aussi parler. En réalité, il vient faire ombrage au discours du chef de l'État. Pour concerter tout cela, je crois que... Raison pour laquelle la décision a été prise pour que désormais la communication soit cohérente. Même en retard, oui. Bon, pas en retard, mais au moins, je crois que c'était important. Mais cette fois-ci, il faut associer d'autres acteurs, comme je viens de le dire ici. Alors, ça sera une dernière question, en tout cas, pour qu'on termine ce sujet sur le dernier Conseil des ministres. On a parlé des actions à mener pour l'effort des guerres. Ne faut-il pas carrément remanier le gouvernement John Kabesa? Ne faut-il pas carrément revoir la taille du gouvernement qui est aussi éléphantesque? On parle d'effort des guerres, on parle de réduction du train de vie des institutions. Est-ce que la réponse ne réside pas notamment dans la réduction du nombre des ministères? Merci beaucoup, cher Trésor. Je ne parlais pas simplement comme journaliste. Je suis secrétaire et rapporteur général de l'ESPC, qui est une structure de la société civile. Oui. J'aimerais bien, quand on est à Kinshasa, il faut écouter aussi la base, ce qui se passe en province. Pour l'instant, cher Patrick, qui demande de l'argent au ministre des Médias? Je ne sais pas. Depuis combien tout ce temps ici, il nous arrive pendant la semaine, on réalise 5-10 émissions, je suis dans plusieurs plateaux. Je ne sais pas si on demande combien au ministre des Médias. Nous ne demandons pas de l'argent parce qu'on dit devant le salut de la nation, il y a ce qu'on appelle le patriotisme qui doit primer. On le fait d'abord parce qu'on est des patriotes. L'argent, c'est à vous. Nous, on veut préserver d'abord ce qui est exactement comme étant... Bon, quand tu dis à vous, c'est pas Patrick. C'est pas Patrick. Non, à vous, c'est... Bon, accidentellement, il s'appelle aussi Patrick. Le ministre aussi, Patrick Mouya. Donc, pour dire ceci que ce n'est pas une question d'argent. Les moyens ne sont pas simplement financiers. Les moyens humains, c'est ce qui est le plus important. Tout, c'est d'abord des ressources. Est-ce que nous manquons de journalistes? Patriotes qui peuvent venir faire le travail. Au-delà de ça, je vais vous dire, au-delà de ça,
Est-ce qu'on doit évoluer dans un environnement qui devient presque difficile à cerner? On n'a pas des journalistes spécialisés des questions sur ces. Je ne serai pas ici pour parler de moi et toi. Il y en a autant dans ces pays, depuis lors, qui écrivent, qui réfléchissent sur des questions bien données. Et pour ne pas aller, moi je salue et suis la décision qu'a prise la plénière d'ICESAC. Le Conseil supérieur également de l'audiovisuel avec... On va revenir sur le Christian Bossem. Non, par rapport d'abord au contenu et à la diffusion, c'est important qu'on gère et puis qu'on sache qui diffuse et qui fait quoi. En termes également de synergie. Parce que pour l'instant, vous venez de parler, oui. Est-ce que vous prenez le temps de suivre nos journaux télévisés? Quand vous faites juste l'analyse qu'on appelle de l'audimétrie, également pour voir l'audience, calculer la mesure d'audience, des mesures et également des informations diffusées, vous allez voir que nous ne captivons pas pour certaines mesures. Donc on demande à beaucoup de chaînes d'être recadrées et de se remettre. Mais dans l'analyse qu'on appelle la sociométrie, les relations d'abord qui existent entre les acteurs, quelles sont les relations, les liens entre les médias pour l'instant? Est-ce que s'il y a un média X qui a relayé une bonne information, les autres les prennent ou soit ils prennent des temps pour regarder sur ces. Donc nous devons rendre ce qu'on appelle l'unicité dans la communication des faits pour essayer de voir. Pour répondre à votre question, oui. Ne faut-il pas remanier carrément? À chaque période, il faut adapter également. L'action publique doit être adaptée sur ça. À la situation. Et je vous le dis, l'État a le monopole non seulement de la défense et de l'action publique et même de la violence. Pour l'instant, je pense que, à mon humble avis, si on dit remanier, oui, c'est possible. Mais on doit remanier pour quel objectif? Il y a la situation qui s'impose. D'abord, réduire le train de vie des institutions, parce que c'est de ça que l'on parle. Je ne pense pas. On a une cinquantaine de ministères. Réduire à 30 permettrait de faire des économies. Si le gouvernement a au moins cinquantaine de ministres, on peut dire, bon, un ministre qui touche 5 000 $, il reste là, il a 1 000 $. On ne peut pas remanier, mais il reste là, on réduit sensiblement. Mais il y a un cabinet qu'il faut payer. La question des cabinets, ce n'est pas une république des cabinets. À chaque fois, on dit cabinet, cabinet, cabinet. Et je vous dis aussi, il y a des gens qui sont dans des cabinets qui ne sont pas payés, mais qui travaillent pour le pays. Donc, on ne peut pas mettre ça en avance. Remanier, oui, pour réadapter aussi l'action publique. Parce que Soumina va totaliser une année ici au mois de juin. Mais je crois que ça doit précipiter exactement aussi les remaniements. Mais on ne doit pas les faire rapidement parce que certains ministres auront encore le temps de s'adapter. Si on va remanier, parce qu'il y a une nuance même en sciences politiques, je dois le dire. Il y a dans certains secteurs stratégiques, on peut garder certains ministres, dans d'autres. Je dis que ceux qui font de la chronique politique savent qu'il y a une différence entre changement des gouvernements et changement du gouvernement. Si on veut faire un changement du gouvernement, réadapter, enlever certains éléments, pas de problème, on garde la même direction. Mais si on veut faire un changement des gouvernements, mettre Soumina, là nous allons reculer. Non, là nous allons reculer. Mais pour l'instant, je suis en train de réfléchir sur toutes les lignes. Pour l'instant, c'est possible de remanier, de retoucher ces domaines parce qu'il y a certains secteurs, on ne sent pas. Je peux faire l'évaluation. Au niveau des affaires étrangères, on sent. Il y a une battante qui est là. Kaikwamba. Appréciée sur l'ensemble de la région et même au niveau mondial. Au niveau également de l'intérieur, on sent. Mais quand vous allez dans d'autres secteurs, vous sentez que... Non, mais si vous avez cité les secteurs où ça va, pourquoi si vous voulez les citer? Non, j'ai dit ceci. Je prends d'abord les secteurs régaliens. Entre autres, les affaires étrangères, la justice... Quand on cite la défense? La justice, l'intérieur, l'économie. Quand vous citez la défense, oui, il faudra analyser. Pour certaines personnes, vous direz que peut-être le ministre est là, adapté. D'autres diront non. Si vous voulez que je puisse donner mon point de vue par rapport au ministre de la Défense, je ne le donnerai pas ici. Donc il faudra au moins tenir compte de ça. Donc en somme, le chef de l'État doit sentir notre mobilisation. J'ai dit, la presse n'a pas besoin... Les moyens, oui. Personne ne refuse qu'on leur donne des moyens. Mais on doit d'abord voir l'élan patriotique à réaliser. Si vous dites Congo 26, oui, nous devons aussi mobiliser dans toutes les 26 provinces. Que font les autres provinces pendant cette période? Parce que j'ai regardé des marches à la télévision. Il y a certaines provinces qui sont inexistantes, qui n'ont rien fait. C'est comme si la situation des Grands Kivu, des Goma, n'engage que c'est également des Grands Kivu. Attention. Problème de leadership peut-être avec des gouverneurs. Pas simplement des leadership. Attention, le Congo reste ce qu'on appelle des fonctions de manière assez liée. Ouais. Donc une province, la situation d'une province est donnée, ça peut aussi déranger les autres.
On aimerait bien voir peut-être juste après. Mais si vous voulez avoir les réponses, ma réponse par rapport au ministre de la Défense, non, c'est bon, je reviendrai aussi avec tous les éléments c'est bon. et pour ne pas livrer aussi d'autres choses à l'ennemi. Il n'y a pas de problème. Nous devons les soutenir. On soutient les ministres, les VPM, le VPM de la Défense. Alors, je te retrouve Patrick. Quel est ton point de vue? Ne faut-il pas carrément remanier? On parle de l'effort de guerre, on parle de la réduction du train de vie des institutions, le gouvernement, on ne va pas se le cacher, il est fantasque, il y a des cabinets à payer. Ne faut-il pas aussi, parmi les propositions pour renforcer l'effort de guerre, revoir un peu la taille du gouvernement? Ça sera certainement un gouvernement soumis à deux, avec peut-être des nouvelles énergies qui viendront booster l'action gouvernementale, mais aussi retirer quelques ministres qui font défaut. Merci beaucoup, très cher Trésor. Déjà, je vous réponds par un oui. J'adhère totalement à l'idée d'un remaniement. Parce qu'il y a certains, comme vous avez dit, le gouvernement il est fantasque, budgétivore aussi. Mais il y a certains ministères aussi qu'on peut mixer, qu'on peut mixer, surtout d'autres ministères non régaliens. Mais aussi, moi je crois qu'en cette période, les chefs de l'État peuvent aller au-delà de sa famille politique. Il peut aussi faire intervenir d'autres acteurs, notamment de l'opposition, mais aussi d'autres acteurs de la société civile, des intelligences qui peuvent venir dans cette situation initiale. Parce que nous sommes à l'heure de la mobilisation générale. Tout Congolais pur sang doit mettre sa main dans la pâte. Je vous dis, vous allez constater qu'il y aura certainement des gens, que les chefs qui peut-être écoutent mieux dans son sérail, qui seront là pour s'opposer à cette idée-là. Alors qu'en ce moment ici, d'ailleurs, je prends l'exemple comme Martin Fayulu est en train presque de tendre sa main au chef de l'État. Il suffit juste de l'appeler. Et les religieux sont là, les religieux sont là, peuvent très bien jouer ce rôle-là. Je pense qu'au-delà du remaniement, il faut aussi intégrer d'autres acteurs aussi, afin que nous puissions je sais pas, on cherche des spécialistes, des techniciens, des technocrates, des hommes adaptés, ou on cherche simplement pour assouvir les appétits politiques. Non, on n'est pas à l'heure des appétits politiques. J'ai juste, en citant Fayulu, j'ai juste donné un exemple. Moi, je crois que le chef de l'État, il a un cabinet, le chef de l'État des services. Il peut justement chercher ces gens-là, les intelligences, qui vont... attention avec l'inclinaison, dialogue, partage des gâteaux. Attention également. Non, mais ce n'est pas un péché, pour le Congolais de se retrouver autour d'une table pour discuter, pour des questions bien déterminées. Ce n'est pas un péché. Dialoguer, finir encore avec le partage des gâteaux. C'est vous qui le dites. Non, je connais la tradition d'ici. Patrick, est-ce qu'il faut parler de partage de gâteau, John? Est-ce qu'il faut parler de partage de gâteau, ou plutôt parler de cet élan nationaliste, cet élan de l'unité nationale? Voilà, cher Trésor. Qui peut mettre autour d'une même table tous les fils congolais. Je suis ici dans la psychologie de l'homme politique congolais. L'homme politique congolais ne réfléchit pas comme un homme d'État. C'est-à-dire, je viens d'abord pour la nation. Je vous dis, il y a... Dans une certaine mesure, il y a ceux qui font l'exception. Voilà. Mais globalement, quand on voit certains hommes politiques, c'est pas pour rien, on a dit, le Congo parfois a un problème des systèmes, un problème d'organisation, un problème d'hommes. Quand on est en train de résoudre un problème d'organisation, maintenant, il se posera un problème d'hommes. Il y a moins de Congolais. Il y a la crème qui est un peu moindre des hommes d'État. Qu'on peut trouver du moins. Ils existent. Ces hommes d'État existent parmi nous. Justement. Vous n'avez qu'à classer, vous dire, lui, c'est un politique. L'autre là, c'est un politicien. Et celui-là, c'est un homme d'État. Vous voyez un peu la différence. Pour l'instant, on peut inviter tout le monde à avoir des intelligences. À chaque fois qu'on nous invite, ça finit par des postes. Ça ne finit pas par des postes. Pourquoi simplement appeler des politiciens là? Ils n'ont pas le monopole de la gestion. Pour l'instant, pour finir, je vous dis, on a besoin des hommes adaptés à la situation. Excusez-moi, des vrais Ouazalendo, des vrais guerriers, dans le sens que... Des Ouazalendo en cravate. Non, Ouazalendo veut dire défenseurs des terres. Justement, c'est ça que je dis, les vrais Ouazalendo en cravate. C'est-à-dire que de vrais patriotes qui peuvent défendre les secteurs qui en ont besoin maintenant là en termes d'action. Pas simplement parce qu'on a des politiques qui ont des grands noms, mais dont l'efficacité pose problème. Merci beaucoup, John. On va changer de sujet, on va retrouver la régie. Pour suivre cette fois-là, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Christian Bossembe, qui s'est exprimé sur la manière de communiquer en cette période particulière. Les médias sont donc mis en garde. Il y a des thèmes invités, il y a la manière de communiquer qu'il faut prendre en compte, ou sinon votre signal sera coupé. On le suit. Il était interviewé par Christian Lussakweno de Top Congo. Regardez.
Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ces gens à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours. Ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et j'ai dit même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de demander le retrait de votre signal. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons faire la censure. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il ne s'agit pas de la censure. Notre pays est menacé. Nous sommes attaqués par, finalement, une bonne partie, sinon la région tout entière. Il y a une complicité énorme. Les gens sont d'une méchanceté, d'une complicité contre le pays que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit on va devoir faire vraiment attention et on sera extrêmement sévère. Il faudra faire très attention à ce que l'on dit ces derniers temps dans la presse. John Kabessa, je te retrouve. Lutte contre la désinformation ou plutôt censure carrément? Je rappelle d'abord ici... Parce qu'on rappelle que TikTok et X, les deux réseaux sociaux, ne fonctionnent plus sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup. Je rappelle d'abord l'intervention de notre confrère, Christian Bossembe, tient dans la mesure où on dit qu'il faudra adapter chaque décision à la réalité. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on le dit. Pour l'instant, il n'a fait que jouer son rôle comme autorité de régulation. On doit vérifier aussi les contenus, si ça ne peut pas créer et déranger notre sécurité d'abord intérieure et extérieure. Deuxième élément qui touche à notre souveraineté. Et troisième fait, ça peut également créer la déstabilisation ou la psychose. L'information stabilise et sécurise. Tous les spécialistes connaissent également dans la méthodologie de l'information, même sûreté. Pour l'instant, si je fais une analyse, je trouve aussi la presse internationale assez divisée. Quand vous trouvez les informations de RFI, de France 24 et de TV5, je vais à l'opposé. Quand vous regardez France, Africa 24 et Africa News, je me rends compte que Africa News et Africa 24 parlent de la réalité sur terrain. On fait l'équilibre dans le contrairement à France 24 et TV5. France 24 et TV5 un peu trop alarmistes. Je risquerais de dire ils font ou elles font le jet de l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez qu'à voir, bon, c'est des amis qui travaillent là-bas. Dès l'intro, dès les chapeaux, dès l'entame, on demande, on veut communiquer quoi? On veut mettre les gens également dans leurs états. Christian Bossembe devait le faire d'une manière ou d'une autre, mais je dis aussi, on ne doit pas menacer les journalistes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à couper le signal? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à... Permettez-moi de dire d'abord, on ne menace pas les journalistes, on collabore, on donne des lignes aux journalistes. Les journalistes, il y en a qui l'éthique et la déontologie et le respect de la Constitution comme texte et des références. Mais on doit travailler dans le norme parce que nous fonctionnons dans un espace là où il y a un gouvernement. Pour l'instant, comme autorité, mesures, oui, ce sont des mesures conservatoires, 90 jours. Après, il y aura un avertissement. Si vous ne tenez pas, on va couper. Quand on coupe, je vous dis une fois de plus, c'est un péché contre qui? On va pécher contre qui? Entre sauvegarder l'intégrité, la sécurité du pays et plaire à certains médias. Mais, quelque part, on doit aussi voir lié à l'accès aux sources d'information. Quand on n'a pas d'information, on fait quoi? Est-ce que ce n'est pas le risque, justement, quand on n'a pas d'information, on spécule? On ne spécule pas simplement, mais moi je sais, quand je n'ai pas, même dans la rédaction, quand vous n'avez pas une nouvelle information, si vous voulez faire un journal réactualisé, on peut réadapter,
on réchauffe les informations, mais avec quand même des intervenants ou également des personnes qui pouvaient porter des lumières. Pour l'instant, on manque des gens qui peuvent bien expliquer la situation, ainsi de suite. Un problème lié au canot ici, canot officiel. Qui va dire quoi, comment et à qui on doit également se référer auprès de qui on peut le faire. Comme étant, notre ministre vient de le dire, je pense qu'ils vont ouvrir. Parce que quand je vais me réveiller un bon matin, je vais moi là tweeter ou écrire. Mais je dois d'abord faire le tour, non? Je fais le moniteur. Si je ne trouve pas une information, comme un journaliste professionnel, je m'abstiens. Je relaye ce qui a été déjà dit par des canaux officiels. Par rapport à TikTok et également... Je te reviens par rapport à TikTok. Je donne la parole sûr. à Patrick qui va également s'exprimer sur l'interview que nous venons de suivre du président du CESA, Christian Bossembe. Est-ce qu'on est entre censure, lutte contre la désinformation, le pays se retrouve dans une situation plus ou moins critique, il faut prendre des mesures conservatoires. Est-ce que c'est le cas ou on se retrouve plutôt face à des menaces Menaces, on veut peut-être, je ne le dirai pas, j'emprunte les mots d'autres personnes, museler la presse. Je dois dire ici, rappeler un fait. On ne va pas quand même laisser attendez, les journalistes communiquer comme ils veulent. Attendez, les journalistes ont des permanents de la rédaction. Ils sont des reporters. Ils ont des correspondants. Ils sont des envoyés spéciaux. Comment expliquer? Vous interdisez à un média de diffuser les informations collectées et traitées. J'aimerais que les régulateurs puissent nous répondre. Comment ça? Et puis il l'a dit. D'ailleurs, John Kabès a dit qu'il y aura un avertissement. Non, il a dit qu'il n'y aura pas d'avertissement. Il n'y aura pas d'avertissement. On coupe directement. On coupe directement. Il y a eu des avertissements. Si en fait, c'était directement, dorénavant, il projette son action dans le futur. Mais pour le avant, il y a eu des oui. Mais pour le moment, il a dit dorénavant. Dorénavant, plus d'avertissement. Si vous dites seulement que Goma est tombé. Et ils ont parlé, il a aussi parlé du carnage. J'aimerais rappeler ici, quand un média de la place, d'ailleurs là où il est passé, a parlé du carnage, je crois, il y a même les combattants du parti présidentiel qui n'étaient pas d'accord, ils ont désapprouvé cela. Mais après, ils ont entendu le ministre lui-même venir dire qu'il y a eu carnage. Le ministre Mouyala. Est-ce que le journaliste doit attendre le canal officiel avant de venir donner l'information, ou encore le journaliste peut se servir des informations en sa possession, des informations bien recoupées. Ah là, il y a un débat, là, il y a un problème. Mais quand on recoupe, qui on contacte pour certifier justement la véracité? Mais justement, le journaliste a ses sources. Vous voulez qu'un journaliste puisse brûler sa source? Le journaliste a ses sources. Vous voulez qu'un journaliste puisse brûler sa source? Est-ce que l'idéal, c'est pas carrément d'attendre le point de vue des institutions, le point de vue officiel? C'est ce que j'ai dit. Je vous donne un exemple. Les événements de dimanche à lundi. On suivait dans d'autres médias, dans de nouveaux médias et consorts, les réseaux sociaux, on suivait. Il y a eu tel. On utilisait même des termes très forts. Mais après, qu'on ne va pas reprendre ici. On ne va pas répondre ici. Il n'y avait aucun message du gouvernement. Il y avait un vide. Et cela avait créé réellement. Deux fois le silence du gouvernement met le journaliste dans l'embarras. C'est un silence coupable. Et regardez même, John est en train de parler ici du journalisme patriotique. Effectivement, le journaliste était, je dirais presque tous les journalistes étaient patriotes. Aucun média n'avait utilisé ce genre de termes-là. Aucun média. Jusqu'au matin. Aucun média. Mais seulement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La population qu'est-ce qu'il faut faire? La population avait besoin de l'information. Or, je vous donne un exemple comme nous. Nous avons un envoyé spécial à Bukavu. Nous avons d'autres correspondants. Ça et là. Mais qu'est-ce que vous nous demandez à nous? Si notre journaliste nous amène une information liée aux opérations qui se déroulent sur le terrain de l'autre côté. Là, les régulateurs n'ont pas pensé à tout cela. Et une chose aussi, ils parlent de médias internationaux, chaînes internationales. Non, je dois dire ici. Peut-être il faudrait rectifier cela. À l'ère actuelle, encore de mieux, de par principe, la régionalité, l'internationalité, encore la nationalité d'un média dépend de sa zone de couverture. Encore, ça ne dépend pas de ses infrastructures, de sa zone de couverture. Le média de mon confrère ici, c'est un média international. Les gens
qui sont On nous lit Australie, à travers les réseaux sociaux, presque partout. Presque partout. Ça ne faudrait pas dire que nous sommes. Et nous étions victimes des situations pendant les activités, papa. Non, vous êtes des médias locaux. Nous, on veut des médias internationaux pour avoir accès à certains espaces. Non, je suis en train de dire ici, on ne peut pas empêcher. On peut pas Donc vous estimez qu'il faut quand même que le régulateur revienne pour expliquer, exactement si nous avons des informations fiables, des médias nationaux. Si nous avons des informations fiables, qu'est-ce qu'on en fait? On doit attendre jusqu'à ce qu'on aura soit un général, on aura le ministre de la communication sur le plateau pour communiquer. Alors TikTok est fermé. TikTok et X sont des réseaux sociaux. On va en parler parce qu'on n'a plus assez de temps. TikTok et X, John Kabessa, fermés. Quel était l'impact de ces réseaux sociaux pour les fermer? Est-ce que les fermer ne traduit pas quelque part une forme d'inquiétude au niveau du régulateur? Bon, avant d'abord d'entrer dans TikTok et également X, là où il y a un méli-mélo, je rentre pour fixer et préciser également mon confrère. Quand vous n'avez pas tous les éléments d'une information, on s'abstient d'abord. C'est pour votre propre sécurité. Ça relève de la déontologie et de l'éthique. Congo 26 ne peut pas se réveiller une information qui n'est pas très bien recoupée, ressourcée, on balance à l'antenne. Si vous ne savez pas, moi je suis passé dans des médias où vous livrez 2 ou 3 informations, on vous interpelle. Mais quand le média estime que c'est bien recoupé, voilà. Quand le média estime que ça source est fiable... Je l'ai dit ceci, peut-être vous ne savez pas, il y a la responsabilité aussi pénale des directeurs de programmes, des directeurs de production, des directeurs de publication et aussi à côté des responsables des tenanciers. Pour l'instant, je vous l'ai dit, on n'est pas dans une situation de ce qu'on appelle des censures. Non. On est dans une situation de ce qu'on appelle carrément de contrôle. Jean Kabessa, une question. Qui détermine la fiabilité de la source du journaliste? Attendez un peu. Pour l'instant, d'abord, il y a des sources officielles, non? Des canaux officiels. Mais pour les cadres, actuellement, là, pendant la guerre, les sources sont tellement multiples. Mais quitte à vous, le journaliste, quand vous recevez, je peux recevoir 3, 4, 5 sources. Je m'abstiens d'abord pour aller fouiller une autre source qui peut me confirmer, corroborer pour donner l'orientation. Laquelle, John? Pour l'instant, la source officielle. Pour l'instant, la source officielle. Okay. Moi, je sais l'équilibre dans le traitement. Même quand on a dit Gome est tombé ou n'est pas tombé, vous n'avez qu'à appeler. Oui. À joindre également. Oui. On essaie d'appeler le ministre de la Communication pour ça. Vous l'avez appelé, il n'a pas répondu. Là c'est une autre paire de manches. Mais pour l'instant, on peut reformuler l'usage du conditionnel. Non, mais attention. Attendez. Parce que quand vous livrez tout, ça c'est la maladie maintenant des réseaux sociaux. Des gens qui affirment, voilà, qui alignent des phrases de manière déclarative au président. Non, mais à suivre le président du CESAC, ils vont faire des analyses. Et puis en bas, on peut dire selon tel. C'est pas pour rien. C'est pas vous. Vous n'avez pas eu l'information qui ne vient pas de chez vous. Mais il faut dire que non, selon les sources également des terrains. Il ne faut pas affirmer et puis vous signer à la fin. TikTok est également... Rapidement, en tout cas, on va terminer. TikTok et X, c'est important. C'est important. Moi, je me demandais où d'abord à nous amener également ces réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à entrer sur TikTok à voir qu'est-ce qu'on construisait par rapport à notre identité d'abord. Si vous ne savez pas... Ça, c'est sur le plan culturel. J'ai dit, sur le plan culturel, je sais. On a eu un séminaire de spécialisation sur la citoyenneté numérique. Vous voyez? Comme citoyens congolais, regardez d'abord ce que nous faisons dans TikTok et ce que les Congolais font. Au-delà des aspects sociaux, culturels, là, il y a de la distraction. On n'agit pas, on ne joue pas notre rôle, à la fois comme journaliste, à la fois comme influenceur ou ainsi de suite. Et également avec X, je pense que c'était des médias carrément qui commençaient peut-être à déranger. Mais pour l'instant, je connais dans la vérification même des décisions, ce sont des mesures, des contrôles, des mesures de gestion. Mais on va réguler, d'ici là, on va relancer. Mais attention, il faut aussi dire, quand vous dites qu'il y a une censure chez nous, vous connaissez la suite de TikTok en Angola? Ce que vous faites ici, en Zambie, même ici en Ouganda, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, on veut être les boulevards des NTIC et tout diffuser? Mais c'est important, on ne doit pas miser parce qu'il y a les articles 23 d'abord de la Constitution qui consacrent la liberté d'expression. Mais à côté, il y a les articles 24 et 25 que les gens ne lisent pas. Ouais. On appelle les mécanismes d'encadrement. Ça, c'est un mécanisme d'encadrement. Et après, on va relancer cela. Mais si ça ne va pas, un musulman, nous allons nous soulever. On va le dire. Patrick, pourquoi fermer TikTok et X? Oui, déjà, je crois que les moments... C'est peut-être les moments choisis qui dérangent certaines personnes. Moi, dans le moment choisi. Mais déjà,
particulièrement parlant de TikTok. Moi, je crois que il y a longtemps que cette décision devait être prise. Il y a longtemps. Quel est l'usage que nous faisons de TikTok ici? Quel est l'usage que nous faisons? Mais par contre, tu dois dire, mais à travers le VPN, les utilisateurs c'est sélectionné, c'est un nombre, c'est sélectif. Oui, mais c'est sélectionné. C'est pas tout le monde qui a accès à VPN. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est sélectionné. Mais au moins, je crois que surtout X, je crois qu'aujourd'hui X fait partie, et c'est un réseau social vraiment, je dirais, quelque peu crédible. Au-delà des informations diffusées là-dessus, le journaliste est quelque peu crédible. Et c'est important et que le ministre, que le régulateur puisse encadrer tout ça. Mais il faut voir aussi, parce qu'il y a surtout le média en ligne sont en train d'évoluer aussi à travers des réseaux sociaux. Mais j'aimerais revenir. Rapidement, on va prendre les deux reportages. Vous me parlez lorsqu'on n'a pas tous les éléments d'information, ça abstient. Oui, c'est ce qui a été fait le lundi et le mardi. Mais vous-même aussi, vous êtes patron des médias, vous-même aussi, vous l'avez fait peut-être. Nous avons publié, nous avons tweeté. Mais vous avez toutes les informations. On a ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, je suis en train de vous opposer ici que nous avons, si vous avez un envoyé spécial, vous avez un correspondant qui est en train de couvrir les événements. Il est en train de voir les événements. Vous faites quoi? Vous devez attendre la source officielle, le canal officiel. On reviendra sur ce débat. On reviendra sur ce débat, Patrick. Vous voyez, au-delà de tout, aussi les communications, au-delà de l'émetteur, récepteur, le canal, mais aussi, il y a un élément très important, la confiance. Vos électeurs, vos téléspectateurs vont continuer à vous faire confiance. En réalité, c'est la sanction positive de vos électeurs. Si vous continuez à donner des informations fiables, aussi. Et je crois que... Il y a aussi la question du temps. Exactement. Alors, rapidement, on va retrouver la régie pour prendre, on va dire, cette autre réaction de Christian Bossembe, président du CESA, qui s'inquiétait quand même aussi du silence de l'opposition en ce moment critique. On a vu l'opposition monter au créneau lorsqu'on a parlé de changement ou révision de la Constitution. Voilà, révision de la Constitution. Merci beaucoup pour le terme qui m'avait échappé. On a parlé de révision de la Constitution, on a vu l'opposition monter au créneau, mais jusque-là, c'est quand même silence radio côté opposition. On va suivre le président du CETA qui s'est aussi plaint sur la question. On se retrouve tout à l'heure. Il y a un autre élément, cher Christian, c'est les silences quand même de religieux, le silence de certaines ONG, le silence de certains opposants que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient éloquents quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, qu'ils soient éloquents quand il s'agit de la corruption, mais qu'ils se taisent lorsque la ville est menacée, lorsque la RDC est touchée. Et je ne comprends pas, il y a eu des tribunes qui ont été faites, tout simplement parce que la Constitution, quelqu'un avait dit qu'il fallait changer la Constitution, ou il fallait la modifier tout simplement. Vous avez vu le front, il y a des gens qui se sont levés, ils ont fait un front, parce qu'on a parlé de la Constitution. Mais où est passé ces fronts pour soutenir les forces armées? Où est passé ces fonds pour soutenir les populations endeuillées? Vous voyez? Donc, ces conditions-là, moi, je ne le comprends pas. Quand on est patriote, l'on doit l'être du début jusqu'à la fin. Et pas la nuit, pas seulement le jour, mais en tout cas, à tout temps, à tout instant. On revient sur le plateau. Voilà. Je disais de retour sur ce plateau, on va rapidement retrouver la régie pour prendre cette fois-là la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était sur France 24, le journal Afrique. Il s'agit là du front diplomatique. On va également en parler tout à l'heure, ça sera vraiment dans la chute. On suit Jean-Claude Chilumbayo, on se retrouve tout à l'heure. Du Rwanda, 30 ans d'excuses et de justificatifs infondés qui ont permis et justement, d'être notamment sanctuarisé pour qu'ils se permettent n'importe quoi. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on vous entend. Et justement, sur le plan diplomatique, la position congolaise a toujours été de dire on ne dialogue pas avec le M23. Étant donné la situation actuelle qu'on a vue à Goma actuellement, est-ce que cette position peut-elle durer? Mais c'est question de savoir de quoi il s'agit. On dialogue avec qui? Parce qu'ici, il n'y a plus de tabou. Tout le monde convient de dire qu'il n'y a pas de M23. C'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC ici en France ou en Europe. Les gens sont allés plus loin. Vous avez entendu les députés européens qui ont parlé du recel des minerais de la RDC, y compris par l'Union européenne au travers le Rwanda. D'ailleurs, il y a des rapports de l'ONU qui ont montré que le M23 était soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas qu'il est soutenu par le Rwanda, il est clairement établi que c'est des troupes rwandaises, c'est le Rwanda qui recrute, qui organise, qui finance
ces financements que les députés, de nombreux députés européens, j'insiste, qu'on vient de dire sans être contredit que ces financements viennent entre autres de l'Union européenne qui servent à fournir au Rwanda du matériel militaire qui lui permet de piller les minéraux qui sont par la suite, qui font l'objet de Sorecel et qui alimentent la contrebande dans la région. C'est pourquoi nous disons que les efforts ne doivent pas être envisagés en solo. Il faut que désormais tous ces États européens, notamment donneurs de leçons, comprennent qu'il y a... De retour sur ce plateau, on va terminer cette émission, mesdames, messieurs. Un dernier mot à chacun. Ça sera bien entendu orienté. Patrick, on a suivi le président du CESA qui lui aussi s'est inquiété du silence que l'on observe côté opposition. Qu'est-ce qui se passe? En 30 secondes en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois qu'ils sont aussi prudents. Parce qu'il faut voir, il y a plusieurs opposants qui ont été accusés. Faut-il être prudent en ce moment? Attendez, ils sont aussi prudents. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas des cœurs. Ils ne sont pas des cœurs avec les milliers de déplacés au niveau des communs. Ça, c'est de un. Et puis de deux, vous parlez de l'opposition. Ils sont même en train d'indexer les religieux. Pour la Constitution, j'étais en train de parler, mais maintenant là, ils ne parlent pas. Justement, même les religieux sont silencieux. On aimerait bien voir une marche de l'Église catholique, une marche de l'RSC, une marche je veux bien, mais déjà, je vous signale que le CLC va lancer bientôt. Il va bientôt lancer des grandes manifestations. Le CLC, l'Église catholique, les laïcs catholiques. Ça, c'est une chose. Mais aussi, les religieux, l'opposition. Je parle particulièrement de l'opposition. Les différents opposants, surtout des cadors, là, des cadors. Des lycées Sanga, on les a vus dans la rue contre la Constitution. Mais c'est la raison pour laquelle Fayou l'a toujours précisé que c'était important que les gens puissent se retrouver pour dialoguer, pour parler. Parler de quoi? Pas seulement pour arriver à partager le butin, mais aussi pour parler des questions spécifiques, notamment liées à l'agression. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que c'est important que le chef de l'État puisse mettre autour de lui tous ces gens-là. Merci beaucoup. Ils auront au moins la confiance, et surtout d'autres qui sont en exil, qui ne disent pas leur nom, ils peuvent revenir, parler ensemble, et ils ont aussi des propositions à faire au chef de l'État. Merci beaucoup, Patrick Mpoutou. Je rappelle que vous êtes journaliste à Ouragan.cd. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. John Kabessa, éditorialiste Global News RDC, Presse Afrique Libre. On va terminer. Front diplomatique, justement. Aujourd'hui, il faut arriver à faire changer l'opinion internationale d'opinion, si je peux ainsi m'exprimer. Le M23 et l'AFC n'existent pas, c'est l'armée rwandaise qui attaque la RDC. Nous saluons, moi j'applaudis des deux mains d'abord ce front diplomatique qui vient en appui à la diplomatie également gouvernementale. On précise ici, c'est la gouvernance, ce qu'on appelle de la diplomatie parlementaire. Le bureau du Sénat, d'abord avec les honorables Sama et Bahati, qui composent de ses côtés Vital Kamerhe et Jean-Claude Chilumbaï, ont y a lancé des actions auprès des grands ensembles régionaux, l'APF, SADC, la CIRGEL, l'ONI et même l'Union africaine pour faire comprendre également la cause de la situation actuelle. Parce qu'il y a un flou total. Vous n'avez qu'à voir également ce qu'a réalisé notre Wazalendo Wagner et Kaikwamba, comment il a fait au moins démontrer la situation devant les ambassadeurs. Pourquoi ces fronts diplomatiques? D'abord de 1, il faudra mener les plaidoyers liés au retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais. Deuxième élément, mener également un plaidoyer sur les actions et des sanctions contre le Rwanda. Et troisième élément, travailler pour qu'il y ait un mécanisme pour l'instant, rendre ce qu'on appelle rentrer dans les accords et également dans ce qu'on appelle cadre référentiel des négociations, qui est les accords d'abord de Luanda, le processus de Luanda, et les restes on devait voir apporter. Donc au coup de chapeau, on doit booster de l'extérieur, et grâce à ce front diplomatique mené aussi par les honorables Chilumbaï et consorts, on a mobilisé la diaspora. Vous avez vu des marches à Paris. Parce qu'on se pose des questions. Qui communique à l'extérieur, à part la ministre des Affaires étrangères? Il y a un vide, d'où les députés, les sénateurs ont eu au moins à exploiter cela pour essayer de conscientiser les Congolais pour former un front patriotique contre l'agresseur. Merci beaucoup, John Kabessa. Je rappelle que vous êtes éditorialiste de Global News RDC, Presse Afrique Libre. Patrick Mpoutou, c'était un plaisir. Merci beaucoup, John. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. On se retrouvera très vite au regard, bien entendu, de l'évolution de l'actualité. Le directeur de programme, Armand Bouka, que nous saluons, pourra, bien entendu, nous permettre de nous retrouver en cours autour de cette table. Merci. Pour analyser, décrypter l'actualité. Prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs. Restez sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.